Lemeur, qui est directeur de recherche et spécialiste en anthropologie, directeur de recherche à l'IRD. Madame Nathalie... Ah, merci, c'est gentil. Madame Nathalie Baillon, qui est directrice du Conservatoire d'espaces naturels et qui a fait la route depuis qu'on est ce matin, depuis en route. Merci. Ensuite, je vais appeler Monsieur Manuel Ducrot, chef de service au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour le service du parc naturel de la mer de corail et de la pêche. Monsieur Cameron Diver, directeur général adjoint de la communauté du Pacifique. Et monsieur Jean-Yves Pouedy, représentant pour le Sénat coutumier. Voilà, Madame Berthier, si vous voulez rejoindre votre place. Emmanuel va arriver, je pense. Alors, Pierre-Yves, je te propose de prendre la parole en premier pour nous parler de la gouvernance des océans, une pluralité de savoirs, d'usages et de souveraineté. Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, ça marche. Et puis merci surtout une nouvelle fois au Centre Tjibaou pour nous accueillir dans ce lieu extrêmement important pour le pays. Donc je vais vous parler de gouvernance des océans. A priori, océan, on voit à peu près ce que c'est, mais même s'il peut y avoir plusieurs points de vue sur la définition de ce qu'est un océan. Gouvernance, c'est peut-être moins évident, donc une petite définition très rapide. On peut voir la gouvernance comme un ensemble de régulations, plus ou moins stabilisées, plus ou moins formalisées, plus ou moins inscrites dans un cadre juridique ou légal, et qui émergent d'interactions entre acteurs et institutions au sujet d'un enjeu particulier, en l'occurrence des océans. Cette définition très large est pratique parce que dedans on peut y mettre beaucoup de formes de gouvernement, un gouvernement vertical, autoritaire, un gouvernement beaucoup plus horizontal, participatif, d'autres façons de voir qui ne sont pas celles du contrôle mais peut-être plus celles du gardiennage par exemple, ou du soin apporté à des ressources. Donc voilà, c'est un terme très très ouvert. Et dans ce cadre-là, il y a une pluralité de choses qui sont mobilisées et en particulier une pluralité de savoirs. Une pluralité de souveraineté aussi, au-delà de l'idée de la souveraineté nationale. Il y a plein de formes de souveraineté en fait, qui peuvent être en compétition sur des espaces. Et tout ça autour d'un certain nombre d'usages, là encore au sens très large du terme, des océans. Les usages, ça renvoie à de l'exploitation, de la conservation, mais c'est aussi des usages culturels, par exemple. Alors pour illustrer cette idée, là, j'ai choisi un objet, en fait, bon, qui n'est pas kanak, je suis désolé, mais qui est océanien, et de toute façon, il y a un lien historique à travers l'Océanie. Mais toujours est-il que cet objet est intéressant. C'est une carte de navigation des îles Marshall, et il est très, emblématique, d'une part, des savoirs océaniens, c'est-à-dire que cette carte participe aussi de savoirs sur l'océan, sur les courants, etc. Donc c'est un emblème, en quelque sorte, de savoirs locaux. C'est un emblème aussi d'une histoire, parce que c'est ce type d'instrument qui a permis aussi la diffusion des populations à travers tout le Pacifique, la conquête du Pacifique en quelque sorte, sur une durée très longue qui a commencé il y a 4000 ans. Et puis, c'est moins visible sur la photo, c'est aussi un emblème potentiel de dialogue entre types de savoirs. Il y a eu des travaux qui ont été faits entre océanographes, anthropologues et détenteurs de savoirs locaux dans le Pacifique, en Micronésie en particulier, sur justement les correspondances qui existaient entre les différents types de savoirs scientifiques et traditionnels. Donc on est autour de ces enjeux de gouvernance, de ces enjeux de souveraineté, ces enjeux d'usage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé très rapidement de rassembler en fait mon propos autour de 4 grands défis qui sont à la fois des défis scientifiques et des défis sociétaux. Première chose, et c'est la partie centrale en quelque sorte, c'est on est face, par rapport à la question du gouvernement des océans, ou de la gouvernance des océans, on est face à une pluralité de savoirs, il faut les prendre en compte. Alors on a souvent une vision très linéaire des politiques publiques. Il s'agit de mobiliser les bons savoirs scientifiques, les bonnes données qu'on va transformer en bonnes recommandations et après on va évaluer tout ça. On sait bien que les politiques publiques ne fonctionnent absolument jamais comme ça. C'est jamais aussi linéaire et simple. Et une des raisons de cette non-linéarité, c'est qu'il y a beaucoup de savoirs qui se télescopent, qui se rencontrent ou qui ne se rencontrent pas. Donc il y a les savoirs scientifiques qui peuvent être mobilisés, mais il y a aussi des savoirs traditionnels, locaux, qu'il s'agit de faire remonter aussi, qui sont souvent très peu visibles, sur les océans en particulier. Mais il y a aussi des savoirs administratifs, des savoirs juridiques, des savoirs professionnels, des savoirs techniques.
Anecdote très rapide, dans un livre des années 2000, il y a une historienne américaine qui s'appelle Helen Rovzadesky, qui montre bien comment l'océanographie américaine s'est créée au XIXe siècle en s'alimentant au savoir des baleiniers qui, en particulier ceux qui étaient spécialistes du cachalot, étaient amenés à sortir des routes maritimes habituelles pour aller dans des endroits encore inexplorés et montrer la profondeur de l'océan, ou en donner une idée. Ce que les scientifiques ne savaient pas du tout à l'époque. Donc les savoirs doivent dialoguer absolument. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est un petit peu la continuation de la première table ronde, à savoir l'état des lieux des savoirs scientifiques. Et dans cet état des lieux des savoirs scientifiques, il y a une importance à voir ce qui a été produit par les sciences sociales en matière de savoir océanique. Il n'y a pas tant que ça de recherche sur les océans en sciences sociales, mais il commence à y en avoir quand même beaucoup sur des domaines assez diversifiés. Bon, là, j'ai cité quelques exemples, c'est un peu en vrac, mais l'idée de l'océan comme frontière, c'est-à-dire tout l'enjeu de l'économie politique de l'océan, la conquête des ressources, leur exploitation, les jeux de pouvoir entre les différents États, c'est un premier champ de recherche qui est très important. Deuxième champ de recherche, c'est la prise en compte du pluralisme des normes, des règles qui sont mobilisées par différents acteurs pour gouverner justement l'océan ou des secteurs de l'océan, et le pluralisme des savoirs. Cas récent, on a une couche juridique qui est celle des frontières nationales entre pays, qui peuvent être contestées, comme on le constate, entre la Nouvelle-Calédonie et Vanuatu, par exemple. Ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence. Mais au-dessus de cette couche-là, on peut imaginer, et c'est ce qu'ont fait certains juristes, l'océan comme personnalité morale, par exemple. D'un seul coup, on se retrouve avec deux couches de normes qui ne sont pas du même ordre. Il faut savoir les faire dialoguer. Après, il y a des approches en termes d'assemblage entre humains et non-humains. Et puis, j'insisterai peut-être sur la contribution de la sociologie des sciences, parce que les sciences sont importantes pour la visibilisation de choses qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Et je parle en particulier des grands fonds. Et on a l'impression on peut avoir l'impression d'ailleurs que seules les sciences peuvent rendre visibles les grands fonds. On s'aperçoit qu'il y a aussi des savoirs locaux qui sont aussi indirectement connaisseurs de ces grands fonds, ou au moins des monts sous-marins, par exemple. Mais ce qui est intéressant, et c'est là que se situe cette contribution de la sociologie des sciences, c'est de montrer comment ce savoir scientifique a été construit, produit, dans quel contexte, avec quel financement, en fonction de quels enjeux. Il y a pas mal de recherches maintenant qui montrent cet aspect d'intrication entre la production des savoirs scientifiques et d'autres enjeux qui peuvent être militaires, géostratégiques, économiques. Et il est extrêmement important d'avoir une conscience claire de ça. Troisième point, prendre en compte les points de vue océaniens qui peuvent être basés sur des formes qui sont très spécifiques d'attachement au milieu marin, d'assemblage entre humains et non-humains. Emmanuel Jibaou nous a rappelé ça de manière magnifique en parlant de ce mythe fondateur de Kanake. Voilà, cette vision du monde, elle est extrêmement importante à prendre en compte parce que d'un seul coup, on se retrouve dans une façon de voir les choses qui ne fait pas de séparation, par exemple, entre humains et non-humains, et qui n'est donc pas du tout basée sur les mêmes façons de concevoir les choses qu'une façon occidentale qui fait des tas de séparations, les séparations étant faites par le droit, les séparations étant faites par le marché, etc. Donc, prendre en compte ce point de vue, cette vision du monde est importante aussi dans la construction des formes de souveraineté, des formes de gouvernance. Quand je parlais d'une forme de gouvernance qui pourrait être, disons, plutôt vue comme une forme de gardiennage plutôt qu'une forme de contrôle, par exemple, ça renvoie à ce genre de choses. Et dernier point, cette réflexion alimentée justement par cette prise en compte d'une pluralité de savoirs. Et là, en l'occurrence, les sciences sociales jouent un rôle de médiateur, en quelque sorte, entre ces différents types de savoirs. Elle doit être au cœur de cette réflexion, d'être au cœur de la considération des enjeux de conservation, d'exploitation et de souveraineté qui sont vraiment, qui doivent être pris en compte de manière combinée et pas séparée, pas sectorielle. Il y a un enjeu d'échelle aussi qui est extrêmement important dans la construction des politiques publiques. Et un dernier point, et ça renvoie aussi à ces questions de gouvernance, c'est que l'enjeu de la gouvernance et la façon de la faire fonctionner, peut-être sur un mode plus concerté, plus participatif, ça renvoie à une volonté de réduction des incertitudes. Alors on a parlé des risques liés au climat, etc., mais il y a d'autres incertitudes qu'on oublie souvent et qui sont essentielles. J'en citerai deux pour finir. L'incertitude morale, c'est la confiance que les acteurs peuvent avoir entre eux, qui est extrêmement importante, et souvent elle est très forte, cette incertitude morale. Autre incertitude, l'incertitude institutionnelle, c'est-à-dire la question des règles du jeu et de qui les fixe et quelle est leur stabilité. Et ça fait partie des enjeux qui sont absolument centraux si on veut construire une gouvernance qui soit satisfaisante pour l'ensemble des parties prenantes. Voilà, merci. Merci Pierre.
On ne le sait pas, mais souvent, le travail des anthropologues, c'est passer des semaines et des semaines sur le terrain, juste avec un cahier, à observer les gens, comment ils se comportent. Et donc, ils ont un apport vraiment très intéressant. Nathalie ? Alors, Madame Nathalie Bayon, directrice du CEN, qui va nous parler des 14 ans d'inscription du lagon au patrimoine mondial. Quel est le bilan d'une gestion partagée ? Bonjour à tous. Alors, déjà, pour prévenir, le titre est peut-être légèrement ambitieux parce que parler en 5 minutes, en 5 diapos et coaché par Estelle de 14 ans de gestion et avec en plus la multiplicité des acteurs qui interviennent dans cette gestion, c'était juste pas possible. Donc ce sera juste un focus. Passons aux chiffres, on commence à avoir l'habitude. Donc je le rappelle, 16 000 km² de lagons et récifs qui sont inscrits sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial depuis 2008. Alors c'est ce qu'on appelle un bien en série. Donc il y a 6 zones réparties du nord au sud, plus les atolls d'Entrecasteaux pour la Nouvelle-Calédonie. Vous les avez représentés sur cette carte, pardon. Cela implique 4 gestionnaires, que sont donc la Nouvelle-Calédonie et les 3 provinces qui sont ici représentées. Mais ces gestionnaires sont aussi appuyés par ce qu'on appelle des comités de gestion. Il y en a 13 qui ont été créés immédiatement après l'inscription, voire avant même, pour ce qui concerne par exemple la zone côtière ouest. Pourquoi ces comités de gestion ? Parce qu'il fallait donner corps, et c'est je dirais presque quasiment une directive de l'UNESCO, de mettre en place de la gestion participative pour un bien inscrit au patrimoine mondial. Donc 13 comités de gestion ont été créés, ils sont ici représentés par les petites étoiles, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et ces comités de gestion, certains se sont constitués en association. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors déjà, par qui ils sont constitués ? Ils sont constitués par les coutumiers, des acteurs du monde socio-économique comme les pêcheurs, comme des opérateurs touristiques, des associations aussi, des associations de femmes, des associations de jeunes, les mairies qui sont également impliquées, et j'en oublie certainement, mais voilà, c'est vraiment la société civile représentée dans ces comités de gestion. Ces comités de gestion co-construisent en appui aux provinces et avec l'aide des provinces des plans de gestion. Donc pour l'instant, il y a 11 plans de gestion qui ont été élaborés et qui sont publiés et qu'on peut même trouver en ligne. Bon, les 13 comités de gestion sont plus ou moins actifs, mais globalement, on peut dire que la gestion participative est une réalité en Nouvelle-Calédonie. Alors, je vais donc être inscrit sur cette prestigieuse liste du patrimoine mondial. C'est un engagement déjà, et c'est une lourde responsabilité. En fait, on a la responsabilité de maintenir l'intégrité du bien et maintenir son état de santé. Pour savoir si le bien reste en bonne santé, il faut bien aller voir ce qui se passe. Et là, on fait appel à l'humain. Et des suivis sont réalisés. Alors, il y a, on va dire, les suivis scientifiques qui sont notamment réalisés par l'UNC et Laurent Ventiez. Là, il y a 235 stations de suivi dans chacune des zones et sur l'ensemble des récifs, à la fois les récifs côtiers, les récifs intermédiaires, les récifs barrières intérieurs et extérieurs. Donc 235 stations pour ces 16 000 km². Mais il y a aussi, on a parlé des comités de gestion, on a les suivis participatifs. Le but, c'est d'impliquer ces communautés locales, et notamment celles qui sont actrices dans les comités de gestion, au suivi de ces récifs. Alors, pour l'instant, il y a 40 personnes qui ont été formées, de l'île des Pins jusqu'à Poum, et encore des personnes qui ont été formées cette année. Elles sont formées à des protocoles qui sont adaptés, qui sont solides, et qui sont validés scientifiquement. Par exemple, sur la photo, donc adapté dans le sens là, sur la photo, vous voyez quelqu'un qui est en apnée. Évidemment, on ne peut pas demander un diplôme de plongée à chaque acteur pour faire le suivi des récifs. Donc c'est un protocole adapté au suivi en apnée. Et c'est des formations qui sont faites au plus près du terrain, dans chacune des zones concernées, dans les communes. Alors maintenant, je vais vous parler du bilan des suivis. Après 14 ans de suivi, alors il faut savoir que les suivis sont effectués dans chaque zone tous les 5 ans.
Donc là, je vais vous parler des suivis scientifiques sur la période de 2006 à 2014. Évidemment, les suivis, depuis 2014, il y a eu d'autres zones qui ont été suivies. Le bilan sera fait l'année prochaine ou en 2024, je pense. Alors, une note d'optimisme quand même, après tout ce qu'on a écouté tout à l'heure. Si on en croit ce rapport et ce bilan, après 14 ans de suivi, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un maintien du bon état de santé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Maintien du bon état de santé avec une diversité exceptionnelle des espèces marines qui se maintient. On a des habitats récifaux qui sont variés et qui sont préservés dans la plupart des stations qui sont suivies. On a une excellente santé des récifs barrières et récifs intermédiaires. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, plus de réserves, on va dire, concernant les récifs côtiers. On l'a vu, c'est normal. On a des invertébrés qui sont abondants, des oursins, des bénitiers, de toutes sortes d'invertébrés. Et on a aussi une richesse, une densité et une taille des poissons élevée. Alors, évidemment, il faut toujours un bémol et les chercheurs alertent notamment sur, par exemple, la situation du perroquet à bosse dans certaines zones dont les densités diminuent. Aussi, les holothuries à valeur marchande, on peut constater dans certaines zones une baisse de la densité. Donc, ça voudra dire de mettre en place des mesures de gestion qui vont bien. Voilà pour les résultats de ces suivis. On attend avec impatience dans 1 ou 2 ans que donnera le bilan pour les suivis qui sont réalisés actuellement. Je dirais pour conclure que tout l'enjeu réside dans la pérennisation de ces suivis. On l'a vu dans le contexte que nous vivons de changements globaux. En fait, l'intérêt de ces suivis, c'est leur durée sur le long terme. Donc c'est l'enjeu de ces suivis sur le long terme, à la fois les suivis scientifiques réalisés tous les 5 ans, mais les suivis annuels réalisés par les acteurs de la société civile. Et le bien inscrit au patrimoine mondial, ce n'est pas seulement les récifs, il y a aussi des espèces, mais c'est ce qu'on appelle les écosystèmes associés, que sont les mangroves et les herbiers. Et là, l'enjeu, et on a commencé les réflexions pas plus tard que la semaine dernière, c'est aussi pouvoir mettre en place des réseaux de suivi de ces écosystèmes herbiers et mangroves notamment, qui sont très importants pour la survie également des récifs coralliens. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie. Manuel Ducrot, ça va être à toi. Alors, qui va nous parler du parc naturel de la mer de Corail. Merci Estelle, bonjour à toutes et à tous. Je vais plutôt vous parler de la nécessaire conciliation entre les usages et la conservation au sein de ce parc naturel de la mer de Corail. Alors en propos liminaire, je vais quand même vous rappeler quelques chiffres. C'est que le parc naturel de la mer de Corail a été créé en 2014, le 23 avril 2014, il y a un peu plus de 8 années. Il couvre une surface d'1 300 000 km², ce qui englobe l'AZE ainsi que les eaux territoriales et intérieures qui bordent les îles et récifs éloignés. C'est une AMP, une aire marine protégée, qui couvre l'intégralité de l'espace maritime calédonien et qui compte pour 98% du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc il s'agit d'une des plus grandes aires marines protégées du monde qui abrite le tiers des récifs dits sauvages de la planète et donc qui sont considérés comme les plus proches de l'état originel. Alors, on peut s'interroger sur les raisons du caractère si exceptionnel du parc naturel de la mer de Corail. En effet, Claude Perry nous l'a dit tout à l'heure, le parc naturel de la mer de Corail se trouve au sud du triangle de Corail qui est considéré comme le hotspot mondial de biodiversité. Et le parc naturel de la mer de Corail affiche les plus hauts niveaux de densité de poissons en tonnes par hectare dans le monde, avec notamment Petri et Astrolabe qui affichent des niveaux records. Le parc naturel de la mer de Corail vient également d'être déclaré l'épicentre de la biodiversité mondiale en termes de coraux profonds. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 raisons majeures qui peuvent expliquer le caractère si exceptionnel du parc naturel de la mer de Corail. Tout d'abord, c'est l'histoire géologique particulière de la Nouvelle-Calédonie qui est posée sur un continent qui est majoritairement immergé, le continent zélandien.
Ainsi, donc, lorsque l'on va traverser le parc naturel de la mer de Corail d'ouest en est, nous allons rencontrer successivement des formations récifales, des monts sous-marins, des plaines abyssales, des îles hautes et même une fosse de subduction avec la fosse des Nouvelles-Hébrides qui descend à 7000 mètres de profondeur et qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et donc c'est bien cette géodiversité qui abrite des écosystèmes variés, très particulier et qui contribue largement à la biodiversité si exceptionnelle du parc naturel de la mer de Corail. Autre point important, c'est un petit détail, on peut dire que c'est un petit détail, mais un détail qui fait la différence, c'est l'éloignement. C'est l'isolement des zones à fort enjeu qui contribuent à leur protection. Il y a une étude scientifique qui a permis de préciser le lien entre l'éloignement et la protection des récifs, et elle nous permet d'affirmer aujourd'hui qu'avec 2 jours de mer pour les rejoindre, les îles Chesterfield disposent d'un niveau de protection assez important. Alors, si nous disposons aujourd'hui de ce niveau de connaissance qui est indispensable aux gestionnaires pour définir des mesures de gestion cohérentes, c'est bien grâce à un travail d'acquisition de connaissances qui a été mené et conduit dans le temps long, notamment par des équipes de recherche qui sont des instituts de recherche nationaux qui sont implantés localement, ainsi que les équipes de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et je souhaiterais faire un clin d'œil également au programme Zone Éco qui a duré des années 90 jusqu'à 2006, qui a largement contribué au socle de connaissances du parc naturel de la mer de Corail. Il est important de préciser également que les travaux d'acquisition, Madame Verdier le disait tout à l'heure, c'est la difficulté de mettre en cohésion les travaux, le besoin du gestionnaire avec les capacités des instituts de recherche et plutôt de leurs programmes nationaux à répondre à des besoins des recherches locaux. Alors, à la lumière des éléments que je viens de vous évoquer, on pourrait dire que la prise de mesures de gestion très forte sur l'intégralité de l'espace maritime calédonien pourrait apparaître comme une évidence. Vous en conviendrez, ça n'est pas tout à fait envisageable, puisqu'il n'est pas possible d'exclure toute activité humaine du parc. Cela reviendrait à se couper du monde et à de potentielles voies de valorisation. D'autant que le parc est le siège d'une activité assez importante, à commencer par le trafic maritime, qui est beaucoup plus important que l'on l'imagine. En 2021, par exemple, 19 000 jours de mer totalisés, plus de 2 700 000 milles marins qui ont été parcourus par des navires qui font jusqu'à 350 mètres de long, et un trafic qui est dominé par la navigation internationale. Donc le parc naturel de la mer de Corail est une bretelle de l'autoroute mondiale du fret maritime, avec des trajectoires qui sont parfois dangereuses pour certains navires, qui sont relevées chaque année dans les analyses que nous opérons, et des trajectoires qui sont trop proches de certains de nos récifs, notamment sur Chesterfield et proches de Petrie et d'Astrolabe. Donc c'est la raison pour laquelle la Nouvelle-Calédonie est engagée depuis 2020 dans le développement et la mise en œuvre d'un dispositif de suivi de l'activité humaine de la fréquentation. Et parce que ce projet est conduit en partenariat étroit avec le Bureau de l'action de l'État en mer et le Centre de fusion et d'information maritime, il permettra également d'accroître nos capacités de surveillance et donc de détection des comportements anormaux. Alors une autre activité importante dans le parc naturel de la mer de Corail, c'est bien évidemment la pêche tonnière qui est exercée depuis les années 1980, qui constitue une activité économique historique, qui est source d'emplois et qui contribue à l'autonomie, l'autosuffisance alimentaire du pays. Alors la pêche calédonienne est une pêche durable, c'est une pêche responsable. On a coutume de dire que les poissons meurent de vieillesse dans notre ZE, et c'est une fierté. Mais cela ne doit en aucun cas occulter les enjeux en matière de gestion partagée de la ressource en thon blanc et de la nécessité pour la Nouvelle-Calédonie, je m'adresse à vous, Madame la directrice de l'IRD, la nécessité pour la Nouvelle-Calédonie de disposer d'un accompagnement scientifique fort dans le cadre des négociations en cours à l'échelle régionale sur le thon blanc. La Nouvelle-Calédonie, je me permets de le dire, n'a plus d'aliote dans les instituts de recherche depuis de trop nombreuses années. Le parc naturel de la mer de Corail est également le siège d'une activité scientifique importante, avec une vingtaine de campagnes qui sont conduites annuellement et pour une large partie d'entre eux à bord du navire de la Nouvelle-Calédonie, l'Amborella, ainsi que de la Lys. Et d'autres usages, tels que le tourisme professionnel, sont aujourd'hui suspendus au travers de mesures de gestion conservatoire dans l'attente de la définition concertée des modalités de pratique durable de ces activités. Alors vous l'aurez compris,
Concilier usage et conservation dans un espace qui couvre l'intégralité de la surface maritime d'un territoire n'est pas chose aisée. Il nous faut pour cela construire un modèle de gestion qui préserve les zones vulnérables et autorise un développement durable en harmonie avec la nature. C'est seulement au travers d'une démarche de concertation inclusive que nous y parviendrons. C'est un défi majeur et tout comme la recherche, il s'inscrit dans le temps long. Ce défi, la Nouvelle-Calédonie le relève au quotidien, en responsabilité à l'égard des générations futures. Et permettez-moi de vous le dire, cela nous honore. Voilà, je vous remercie. Merci Manuel. Et je vais rebondir sur ton exposé, moi, pour rendre hommage aux photographes, parce que tu as mis de très très belles photos, et j'en ai vu tout à l'heure dans la salle, et souvent les chercheurs, quand ils vont sur le terrain et qu'ils ont la chance d'être accompagnés, il y a Jean-Michel Boré qui est pas loin, et je veux lui faire un petit coucou, qui accompagne les scientifiques de l'IRD sur le terrain, qui font de très belles photos en profond, dans les airs, et c'est ça qui fait que le public derrière vous peut se rendre compte des fois de certaines problématiques. Donc vraiment aux photographes et aux preneurs de vue, je voulais leur rendre hommage. Cameron, merci pour eux. Cameron Diver, qui va nous parler de l'Océanie de géopolitique, qui est un enjeu à multiples facettes. Merci Estelle, bonjour à toutes et à tous. Donc, ça c'est l'Océanie. Mais dans le cadre de ce dont je vais vous parler, qu'est-ce que la géopolitique ? De manière très scolaire et schématique, c'est l'étude des rapports entre la géographie et la politique. Et tout d'abord, pourquoi est-ce que ça c'est important ? Pourquoi est-ce que l'Océanie est un enjeu géopolitique ? Premièrement, parce qu'en Océanie, on peut mettre quasiment la totalité des continents, des masses terrestres de notre planète, avec un petit peu d'espace encore pour rajouter des doublons. Donc c'est un espace absolument gigantesque. C'est composé de 22 États et territoires, plus une présence importante, une présence souveraine des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. C'est un continent, c'est le continent bleu. C'est 800 000 km² de terre pour plus de 30 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, sans même parler des zones de haute mer. C'est le poumon bleu de la planète. Selon certains chiffres, l'océan Pacifique absorbe autour de 13% des émissions annuelles de gaz à effet de serre au niveau planétaire. L'Océanie, le Pacifique, contribue à la sécurité alimentaire de la planète. Ma collègue Valérie Alain vous en a parlé tout à l'heure, 52% de la pêche annuelle au thon dans le monde vient de notre région. Donc il y a bien des chances, si vous êtes à New York, à Bruxelles, à Casablanca ou à Johannesburg, que si vous mangez du thon, il y a plus de 50% de chances que ce thon-là vienne de notre région. Et au-delà de cela, parce qu'on sait que l'argent c'est le nerf de la guerre, le bénéfice économique dérivé de cette pêche est autour de 5,7 milliards de dollars US juste en valeur de la pêche. Et encore une fois, il y a certains chiffres qui disent que la valeur dérivée totale, ça aborde les 21 milliards de dollars US par an. Donc ça, c'est un enjeu géopolitique, c'est un enjeu économique, mais c'est aussi un enjeu géopolitique majeur. L'Océanie héberge 3 des 30 hotspots ou 35 hotspots mondiaux de la biodiversité. Donc la Nouvelle-Calédonie, la zone orientale de la Mélanésie et la Polynésie-Micronésie. Il y a 3200 espèces en Océanie qui sont sur la liste rouge de l'UICN des espèces menacées. Il y a 13 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Pacifique est bien évidemment un continent océan, mais ces pays et territoires, en plus de ces puissances métropolitaines dont je vous ai parlé, constituent un bloc. Sur les 22 États et territoires insulaires, il y en a 12 qui sont membres des Nations Unies, 9 qui sont membres du Commonwealth. La Nouvelle-Calédonie est membre associé de la francophonie, donc aux côtés de la France, on a un membre et demi, si vous voulez, au niveau de la francophonie. Et donc,
à ce niveau-là, même si ces États insulaires sont souvent qualifiés de petits États insulaires, ce sont des grands États océaniques. Ils constituent un bloc de négociation dans les grandes négociations internationales et cela apporte un poids important, bien supérieur à la taille de la population ou à la taille de la masse terrestre dont on parle. Si je devais également vous montrer là-dessus le nombre d'accords commerciaux multilatéraux qui existent, les routes de transport maritime, ce serait comme un bol de spaghettis. Donc, encore une fois, on voit les interdépendances entre l'ensemble des États, des partenaires globaux, les partenaires régionaux, qui font que l'Océanie est un enjeu géopolitique et géostratégique. Et bien évidemment, cela s'accroît encore plus dans le cadre de l'Indo-Pacifique. Mais parce qu'on parle ici du lancement de la décennie des sciences océaniques pour le développement durable, c'est important de rappeler en Calédonie qu'avec la France, avec la Nouvelle-Calédonie, avec Wallis-Futuna, avec la Polynésie française, il y a aussi un bloc d'influence des pays francophones du Pacifique. Il y a une possibilité de nouer de nouveaux partenariats culturels, économiques, juridiques, scientifiques, pour avancer les aspirations de développement, les aspirations politiques de ce bloc et des pays et territoires individuellement. Il y a des enjeux de première importance qui se jouent en Océanie aujourd'hui, que ce soit dans le cadre de l'Indo-Pacifique ou dans le cadre des discussions régionales. La sécurité régionale, la criminalité transfrontière, l'évolution du droit international pour sauvegarder les délimitations maritimes face à l'élévation du niveau de la mer. Je l'ai dit, les accords commerciaux régionaux, les accords de pêche, la définition de relations stratégiques entre partenaires, disons, que ce soit les États-Unis, la Chine, Cuba et autres. Tout cela, ce sont des enjeux qui se jouent dans la région, ce sont des vrais enjeux géopolitiques aujourd'hui. La réponse régionalisée à la pandémie de Covid-19, c'est un enjeu géopolitique qui assoit le multilatéralisme dans la réponse. Et bien évidemment, la préservation et l'utilisation durable des ressources naturelles, l'action pour le climat et l'action pour l'océan sont également des enjeux à la fois scientifiques, mais aussi géopolitiques. On a coutume de dire, quand on parle de l'océan, et Peter Thompson, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, le dit à chaque fois qu'il intervient, on en connaît plus sur la surface de la Lune qu'on en connaît sur l'océan. C'est quand même un peu particulier parce que l'avenir de la planète se joue actuellement sur Terre et pas encore sur la Lune ou sur Mars. Et donc, celui qui détient cette connaissance détient le pouvoir. Celui qui détient le pouvoir détient quoi? Détient l'influence. Celui qui détient l'influence détient quoi? La capacité d'influencer les autres dans les enceintes multilatérales, régionales, bilatérales, donc détient le pouvoir géopolitique. Et quand on parle de notre océan, bien évidemment, les sciences océaniques ont un rôle à jouer, la diplomatie scientifique a un rôle à jouer pour accroître le niveau de connaissance, pour donc donner aux négociateurs, aux politiques, aux décideurs ce pouvoir-là d'influencer les bonnes décisions, d'influencer la manière de coopérer, d'influencer les valeurs de coopération pour être sûr qu'on arrive à pérenniser notre manière de vouloir interagir avec l'environnement naturel, notre manière de vouloir gérer de manière durable les ressources et notre manière de vouloir préserver les zones qu'il faut préserver sur la base de la science et du meilleur état possible de la connaissance. Et pour finir, bien évidemment, c'est schématique, c'est partiel tout ce que je vous dis, mais il est important de se rappeler en Océanie que le paradigme de développement de toute la région aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Blue Pacific, c'est le Pacifique bleu. Et sur quoi ça se base? Ça se base sur ces notions de prospérité bleue et verte, mais surtout, c'est fondé sur l'identité océanique des Océaniens. Et il y a un très grand écrivain et philosophe tongien, fidjien, qui s'appelait, parce qu'il est décédé aujourd'hui, Epeli Ho'ofa. Et lui, il a dit, et c'est une manière magnifique de capturer cette identité-là, l'Océanie est vaste, l'Océanie est en expansion, l'Océanie est hospitalière et généreuse, l'Océanie est l'humanité surgissant des profondeurs salées et des régions incandescentes, plus profondes encore. L'Océanie, c'est nous.
Nous sommes la mer, nous sommes l'océan. L'océan est en nous. Ça, c'est au cœur du paradigme géopolitique du Pacifique. Et c'est un vecteur incroyablement puissant pour les sciences océaniques. Si on arrive à le prendre, à l'internaliser, à lui donner une valeur et une visibilité, on peut aujourd'hui porter un message qui est à la fois scientifique et identitaire, qui va parler aux autres peuples qui sont aussi des peuples de la mer, qui va galvaniser des partenariats scientifiques et politiques autour de ce socle-là. Et ici, en Nouvelle-Calédonie, nous avons une chance incroyable, vu la puissance de frappe scientifique qui existe sur ce territoire, avec l'IRD, bien évidemment, avec l'IFREMER, le BRGM, le CNRT Nickel, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, des partenaires que je n'ai pas cités et dont je m'excuse, auprès desquels je m'excuse, la communauté du Pacifique aussi. Il y a une possibilité aujourd'hui de devenir un hub scientifique, un hub de rayonnement de cette connaissance, un centre qui est recherché par les autres pour savoir ce qu'il en est de l'état des écosystèmes terrestres, marins et autres, y compris les sciences sociales, bien évidemment, les hommes et les femmes en Océanie, non seulement en Nouvelle-Calédonie, et donc de situer la Nouvelle-Calédonie et éventuellement ce bloc dont j'ai parlé, la Polynésie, Wallis-et-Futuna, avec le soutien de la France, au sein même du plus grand débat géopolitique qui existe en Océanie aujourd'hui, et ce n'est pas nécessairement l'accord de sécurité avec la Chine qui a été signé par les îles Salomon, c'est l'enjeu autour du développement durable, parce que le développement durable, c'est quoi? C'est les hommes, c'est les femmes, c'est leur bien-être et c'est leur relation avec l'environnement qui les entoure. Et au jour d'aujourd'hui, si on parle d'action pour le climat et d'action pour l'océan, c'est pour pérenniser notre possibilité de vivre aussi longtemps que possible en harmonie et en bien-être avec tous ces éléments-là. Merci. Merci beaucoup, Cameron. Merci. Alors, pareil, dans la lignée, on va voir avec Jean-Yves Pouedy, qui est représentant pour le Sénat coutumier et qui va nous évoquer la vision kanak de l'océan. Merci à mon voisin qui vient de finir là. Je pense qu'avec Emmanuel aussi tout à l'heure, ils ont dit la plupart de ce qu'il y a sur mon petit bout de papier, parce que moi, je n'ai pas tout ça qu'ils ont là pour montrer là-haut. Mais je vais quand même amener la contribution à travers la vision culturelle kanak de l'océan et de sa protection. Il y a moins 14. Je commence comme ça. La traduction: protéger son pays comme son tertre. Excusez-moi, parce que je vais lire ce que j'ai écrit là, et puis je n'ai pas assez de lumière pour bien... La vision culturelle kanak de l'océan et de sa protection repose sur 3000 ans de civilisation qui offrent des connaissances et des pratiques traditionnelles qui peuvent être valorisées pour la protection de l'océan dans le monde actuel. L'influence et la responsabilité des coutumiers s'étend jusqu'où porte le regard. Il n'y a pas de limite. La notion de propriété est relativement étrangère à la culture kanak. C'est plutôt l'homme qui appartient à la terre, à la mer. La vision kanak de l'océan ne sépare pas un élément de l'ensemble qui l'entoure. Cette vision holistique, comme vous dites, l'homme est nature, qui a des ancêtres qui sont requins, tricoréiers, baleines, poulpes, lézards, oiseaux, mais aussi rochers, houles, vent, tonnerre, etc. Nous sommes, eux, porter atteinte à ces totems, à l'environnement, c'est nous porter atteinte en tant qu'être humain. Les espèces d'importance culturelle notoire, qui sont des espèces totems, des espèces qui interviennent dans la coutume, des espèces consommées, méritent une attention particulière. Assurer leur tranquillité, je prendrai l'exemple des baleines, réduire la prise accessoire, je penserai aux requins, s'assurer que leur habitat est en bonne santé.
créer un couloir de navigation. L'ensemble est en tout un équilibre au-delà de ces espèces d'importance culturelle. Les autres espèces, aussi insignifiantes soient-elles, jouent un rôle et méritent notre attention. Même les rochers, les récifs, les courants, la houle, le vent méritent notre attention. Ces éléments sont aussi des totems, les lieux tabous, qui veulent dire présence des esprits, des morts, des sites rituels, accès et pêche interdits, sauf dans des cas très particuliers. Les réserves de pêche ou réserves tournantes, c'est pour laisser se régénérer la ressource. Le monde de consommation ne permet pas le gaspillage et ne prend que ce dont on a besoin. L'équilibre permanent entre le prélèvement et les besoins de l'homme et la capacité de l'écosystème de rester en équilibre. C'est très important pour nous, ça. Nous voulons ici amener notre contribution à une collaboration avec les scientifiques, les autorités compétentes, pour ne citer que quelques exemples. Valoriser les connaissances et les pratiques traditionnelles, information préalable, la présence des coutumiers sur le bateau l'Umbrella, la restitution des travaux, voire des sujets qui nécessitent un travail en commun par rapport à toutes ces choses importantes qui se dégradent et qu'il faut protéger, pour lesquelles il faut des solutions concrètes. Les lieux tabous, régénération des ressources, protection des baleines, des requins, couloirs de navigation, protection des monts sous-marins, des oiseaux marins, etc. Vous aurez compris à travers ce message que l'homme kanak appartient à cet environnement et qu'il n'y a pas d'espace vide. Nous voulons donner notre contribution en amenant notre vision culturelle, mais aussi avec vous pour essayer de répondre aux problématiques environnementales d'aujourd'hui, nous demander notre avis, passer pour nous dire bonjour, nous demanderez notre autorisation. C'est pour nous respecter, c'est vous faire honneur à vous-même, c'est vous donner la chance de réussir avec nous. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Yves. Parfait. Moi j'ai eu l'honneur pour préparer ces tables rondes de connaître Jean-Yves, donc c'était vraiment un grand honneur. Alors je vais commencer par une question. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui sait combien il y a de langues dans l'Océanie? Je ne sais pas si tu l'as dit, Cameron, dans ton exposé. Combien est-ce qu'il y a de langues en Océanie? Non, je ne l'ai pas dit, mais il me croit qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée seule, il n'y en a plus que 8000. Et donc, en Océanie même, on doit bien avoisiner peut-être même les 9 en fonction des définitions, mais je ne suis pas spécialiste de la question, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est plus que moi. Parce qu'en fait, on aurait pu aussi inviter des linguistes à venir, parce que Jean-Yves me disait que selon l'endroit où on se trouve, il y a vraiment des spécificités, chaque mot a une signification, et donc les langues ont des choses importantes à signifier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas pour l'instant. Alors, je vais peut-être donner la parole à Madame Verdier, peut-être pour nous dire ce que vous avez pensé de ces interventions, déjà qui sont très différentes de tout à l'heure. On aborde autre chose, cette fois-ci, la place de l'homme par rapport à l'océan. Et c'est un regard complètement différent. Je ne vais pas voter en touche, mais je voudrais quand même, moi, j'ai déjà commencé tout à l'heure, je voudrais passer la parole à Emmanuel, et après je m'exprimerai. Mais je pense qu'au niveau plaidoyer scientifique, on ne peut pas faire mieux que ce que nous a dit Cameron. C'était une intervention qui m'a évidemment impactée. Et tout ce que j'ai entendu, bien évidemment, aussi sur
l'importance de préserver, de mieux connaître les savoirs locaux, l'importance du partage d'informations, de la restitution d'informations, sont tous des points sur lesquels je pense qu'on a encore une marge de progression pour faire mieux ensemble. Emmanuel, Merci. Comment... Bon, moi je vais juste intervenir sur la nécessité de transformer le paradigme. Parce qu'on sent bien qu'on part de constats et puis de stratégies à engager sur ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Donc, ok, ce qu'il ne faut pas faire, on sait déjà. On est en train de découvrir ce qui nous emmène vers le précipice. Alors, si c'est une bonne chose pour nous d'explorer les fonds sous-marins quand notre esprit parvient en bas, c'est pas quelque chose que je suis pressé d'atteindre de mon vivant. Donc, je pense que c'est la transformation du paradigme, c'est aussi se dire peut-être que c'est dans la définition même de développement qui nous pousse à cette quête sans fin, finalement. Et peut-être que c'est ça qui pose problème, finalement. C'est d'envisager ces espaces comme des potentiels de développement. Alors qu'on a des usages, et que si les usages qui étaient ceux d'autrefois, ils sont maintenus, je ne dis pas que c'est un retour en arrière, mais je dis que c'est les usages qui prédéterminent finalement la manière dont on se projette. Dans la transformation du paradigme, c'est se dire, si on fait tous des constats alarmants, concrètement, quelle stratégie engager pour que le paradigme change, plutôt que d'intervenir de manière ponctuelle, d'avoir des analyses sur pointer les éléments, les indicateurs de l'écosystème qui montrent que on va à notre perte. Comment arriver finalement à transformer l'angle sous lequel l'approche elle est portée sur cette gestion qui est un peu comme notre objet, mais à la différence de ce que les analyses portées tout à l'heure avec Manuel et puis Pierre-Yves et puis Madame Bayon, qui sont plutôt de se dire mais il faut transformer le modèle. C'est ça qui m'interroge en fait sur la définition même de durable qui est accolée à développement. C'est ça que je voudrais dire. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, je vois une main qui se lève. Je crois que c'est Édouard. Édouard Nawaya, oui, chercheur. D'abord, je voudrais remercier tous les intervenants de la deuxième table ronde et de la première aussi. Il y a une question qui, à mon sens, n'a pas été assez abordée. C'est le problème des gens qui sont impactés par exemple, le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer, par exemple. Vous avez vu, quand vous avez été dans les îles Loyauté, sur la Grande Terre, on parle de plus en plus des déplacements de population, ce qui veut dire juridiquement quel est le statut de ces personnes, sociologiquement comment réfléchir, parce que quand on va déplacer les personnes de la tribu Zabit vers un autre endroit, c'est sociologiquement, sociétalement, c'est voilà donc. Je pense qu'il y a un pan de recherche qui manque là-dedans, c'est tout cet aspect-là et comment répondre à cet impact. On a vu les impacts physiques, le changement climatique, on a vu les émergences de nouvelles maladies, etc. Mais on n'a pas tellement abordé le problème des populations déplacées. On le voit déjà à Tuvalu, par exemple, on le voit à Ouvéa, on le voit à Tours, voilà.
C'est un constat que je fais, et comment concrètement nous on peut répondre par la science, quoi. Voilà, merci. Merci Édouard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Christophe, par rapport au projet CLIPSA, justement, qui démarre sur justement essayer d'évaluer quels peuvent être l'impact du changement climatique sur le trait de côte. Est-ce que c'est prévu, justement, ce genre de réponse, pour savoir comment est-ce que les populations peuvent s'adapter? S'adapter, parce que tu m'as dit, c'est pas bien de dire s'adapter, mais... Oui, en fait, déjà, nous, on peut répondre on peut, dans les 10 années qui viennent, on va dire, on peut essayer de répondre à quelles vont être les élévations et la vulnérabilité côtière face aux modifications du climat et des événements extrêmes, parce que, comme pour le reste, il y a une superposition de la montée lente du niveau de la mer et des événements extrêmes comme les cyclones, les vagues, etc. Donc, ça, c'est un aspect qui reste à aborder en Nouvelle-Calédonie. Il y a des programmes d'observation de l'érosion côtière qui s'appelle Oblique, qui rassemble un ensemble de communautés scientifiques. Et on a, par contre, il n'y a pas de programme à long terme, à ma connaissance pour l'instant, sur les questions du devenir qui soit financé et qui nous permettent de l'aborder en sécurité, du devenir de la vulnérabilité côtière, et qui va conduire ou pas à des déplacements de population dans des zones à enjeu. Et ça manque réellement. On l'a vu, en fait, c'est presque étonnant que, vu les enjeux, vu ces questions répétées, récurrentes de déplacement de population, d'érosion et de vulnérabilité du littoral, c'est presque étonnant qu'on en soit encore à ne pas pouvoir avoir des actions de recherche pérennes sur ce thème, qu'elles soient en termes d'impact physique, élévation au niveau de la mer, érosion, etc., mais également impact sociétal sur les déplacements des populations. Ça n'existe pas pour le moment, et moi je suis très étonné, et je pense que mes collègues qui travaillent là-dessus sont également très étonnés, que, vu l'enjeu, qui est un enjeu premier, on n'ait pas d'action de recherche financée de sécurité sur ces financements-là. On le fait au coup par coup et sans avoir vraiment, même au niveau du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, ça n'existe pas, à ma connaissance. Alors, je vais peut-être donner la parole à Pierre-Yves, parce que Pierre-Yves a beaucoup travaillé sur les conflits fonciers. Et justement... quand on va déplacer des populations, si on risque de déplacer des populations, ça veut dire forcément des conflits. Alors quel est ton regard d'anthropologue là sur cette problématique? Je voulais réagir sur cette question. Enfin, la question d'Edouard, c'est une question effectivement extrêmement importante, et réagir en même temps sur ce que disait Christophe, à savoir l'absence de programme de recherche sur ce genre de thématique, en fait. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, évidemment, le changement climatique tel qu'il se passe actuellement, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ce qui veut dire que les déplacements de population liés à ce phénomène nouveau sont forcément nouveaux. Mais en revanche, la question des déplacements forcés de population liés à des événements divers et variés, c'est pas quelque chose de nouveau. Pour mémoire, le premier anthropologue qui a été embauché par la Banque mondiale aux années 70, c'était Michael Czarnea, c'était un anthropologue d'origine roumaine, et son poste c'était autour des déplacements de population liés à des projets d'infrastructure, style barrage. Donc il y a toute une littérature et tout un pan de la recherche, souvent une recherche très opérationnelle liée à des événements concrets, où ces questions de déplacement de population liées aux infrastructures, des déplacements de la conservation aussi, des déplacements liés à la mise en place d'aires protégées, il ne faut pas les oublier ceux-là, donc des réfugiés environnementaux en quelque sorte. Il y a eu des déplacements dans le Pacifique liés à l'activité minière, donc des îles vidées pour laisser la place à l'extraction. Enfin, il y en a une ou deux, il n'y en a pas 36 non plus. Et toujours est-il qu'il y a une expérience, il y a des savoir-faire, il y a des connaissances en anthropologie et dans d'autres sciences autour de ces questions-là. Donc je pense que déjà, remobiliser ces savoirs dans le contexte actuel du changement climatique, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a effectivement une sous-estimation radicale et récurrente et un peu déprimante de la question foncière. Et effectivement, c'est un enjeu foncier, c'est-à-dire les gens qui sont déplacés, on les met où? Et comment on fait? Quel statut foncier? Ça peut être plus loin que ça, des statuts de citoyenneté, comme l'a dit Edouard. Donc il y a effectivement des enjeux qui sont très très importants et qui sont très sous-estimés. Il y a une thèse à l'UNC qui a été faite il y a quelques années par Elisabeth Vorlecek, qui était sur les Tuamotu et sur Wallis. Et elle se posait la question du changement climatique, elle se posait la question des mécanismes qui sont internes aux sociétés coutumières et qui leur permettent de gérer un minimum de déplacement de population, parce qu'il y a des stratégies anti-risque aussi dans la durée.
Donc une certaine flexibilité ou fluidité dans les régimes fonciers locaux qui permettent aux gens de se déplacer, d'avoir des droits fonciers sur plusieurs espaces, près de la côte, plus à l'intérieur. Donc au niveau des systèmes coutumiers, il y a aussi des systèmes fonciers coutumiers, il y a des enseignements à tirer. Donc il y a une réflexion qui, à mon avis, est plurielle à avoir, à la fois sur les ajustements que les administrations peuvent proposer et aussi sur une réflexion sur les modes d'ajustement liés au régime foncier coutumier. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette réflexion foncière à avoir. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui veut poser une question ? Merci. Anne-Claire Goran, donc je travaille à la CPS. Moi, je voulais me poser une question sur tout ce qui est gouvernance des océans. Donc, les conventions internationales, que ce soit climat, biodiversité ou océan, en fait, aujourd'hui, mettent en place des cadres de mise en œuvre et établissent ce qu'on appelle la responsabilité partagée, pour essayer peut-être de contrebalancer l'inefficacité des protocoles de Kyoto ou des objectifs d'Aichi qui ont montré un petit peu leurs limites. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en fait, ces conventions sont rarement juridiquement contraignantes au niveau des États. Donc il faut qu'il y ait une déclinaison au niveau national ou territorial pour que réellement ces engagements soient mis en œuvre. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la salle, on doit être à peu près tous convaincus de l'importance de la lutte contre le changement climatique, la conservation de la biodiversité. Mais comment faire en sorte de convaincre, en fait, les élus, les responsables politiques, que toutes les politiques publiques, que ce soit santé, emploi, éducation, agriculture, sans une lutte intense contre le changement climatique et la conservation de la biodiversité, sont vouées à un échec total, quoi. Donc en fait, j'aurais voulu savoir comment est-ce que finalement les scientifiques peuvent convaincre plus vite les responsables politiques pour qu'il y ait vraiment une prise en compte de ces sujets. Merci. C'est la question à 1 million. C'est mon métier de tous les jours, ça. Alors, qui veut prendre la parole ? Comment convaincre plus vite ? Vas-y. Je vais me permettre une petite suggestion, c'est que il y a effectivement la nécessité que les scientifiques puissent apporter de la connaissance aux décideurs pour leur permettre de mettre en place des mesures. Mais vous savez bien que les hommes politiques, ils sont élus. Et ils sont élus par le peuple. Et donc ce qui est important également, et c'est ce qu'on essaie de faire au niveau du parc naturel de la mer de Corail, c'est de sensibiliser la population, pour que la population s'approprie la cause et le fasse remonter au pouvoir politique. Et je pense que ça fait partie également des clés pour pouvoir mobiliser nos décideurs sur le sujet. Cameron ? Merci. J'étais il y a 3 ou 4 ans à une réunion à l'UNESCO à Paris, où on parlait justement de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et on se demandait, on se posait la même question. Et l'une des réponses, qui n'est pas la seule, mais évidemment, parce que c'est multifacette, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent aussi s'imprégner de la science pour porter un message, y compris les citoyens ordinaires, les électeurs, y compris leurs élus. Mais l'un des messages, c'était la capacité de vulgarisation de la connaissance scientifique. Je me permets un exemple. Je ne sais pas, c'était peut-être avant que beaucoup de vous étiez nés, mais à l'époque, le prêtre faisait le messe en latin comme ça, face à la croix et dos aux fidèles. Et il parlait en latin. Okay? Tout le monde savait de quoi il parlait parce qu'on avait appris par cœur ce que ça voulait dire la messe et tout ça, mais on ne comprenait pas le latin. C'est quand même beaucoup mieux, a priori, quand je suis face à vous, pour vous exprimer quelque chose. Il faut faire la même chose avec la science. Il ne faut pas faire le messe en latin aux politiques. Il faut vulgariser la Bible. Vous l'avez, vulgariser le rapport du GIEC, vulgariser vos rapports, vulgariser votre science, votre connaissance, qui a une valeur absolue, mais qui, parfois, n'a pas la valeur politique qu'elle devrait avoir, simplement parce que le mec en face, il ne comprend pas. Et donc, il faut vulgariser, ce qui ne veut pas dire la science pour les nuls. Hein. Ça veut dire
transformer ce que vous avez en un message qui est compréhensible et utilisable par les politiques aux fins des politiques, aux fins d'une réélection, aux fins d'un sujet qui est porteur actuellement. Soyez un petit peu mercenaires dans la manière de présenter la science pour atteindre les objectifs, pour convaincre et influencer les décideurs. Il y a Pierre-Yves qui veut prendre la parole. Pour continuer sur le même sujet, mais je repense à la question de Christophe tout à l'heure qui n'a pas été totalement traitée, à savoir la barque des scientifiques est quand même fortement chargée. Déjà, ils ont à faire leur boulot de scientifique et en plus, il faudrait qu'ils vulgarisent, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Il faut absolument que la recherche soit aussi en prise avec la société, mais il faut trouver le moyen de le faire, c'est-à-dire soit en se partageant les tâches au sein des instituts de recherche, soit en travaillant avec des gens qui sont vraiment des spécialistes de ce dialogue et de cette traduction de résultats scientifiques en quelque chose qui soit audible pour les politiques. Il faut aussi, à mon avis, que les scientifiques soient... C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils soient formés à l'anthropologie politique ou à la science politique de façon minimale, à savoir être outillés. Je dis c'est pas un discours de sciences sociales envers des sciences dures, c'est pour tout le monde en fait. Mais être outillés à évoluer dans des arènes qui ne sont pas des arènes scientifiques. Et il faut qu'on soit capable de le faire en tant que scientifique. C'est pas juste une question. Il y a une question de vocabulaire, il faut éviter de jargonner, etc. Mais il faut être capable de saisir le fait que, par exemple, quand on est embauché pour faire une expertise, on n'est pas là juste pour donner des résultats scientifiques que les politiques vont après s'approprier à leur façon s'ils en ont envie. On est dans le champ politique. C'est-à-dire que quand on fait une expertise, on fait de la politique. C'est ça que je veux dire, clairement. Et il faut le savoir, et il faut être préparé à ça. Donc il y a tout un travail de formation des scientifiques et peut-être de réorganisation aussi minimale des instituts de recherche pour pouvoir répondre à ce type de questions qui est absolument central, parce que sinon c'est mortel pour la recherche, d'être considéré comme étant coupé de la société. Donc il faut absolument qu'on soit en prise. Mais il faut trouver les bonnes façons de faire, en fait. Donc ça demande de la réorganisation. Ça demande évidemment des moyens supplémentaires, parce qu'on n'est pas assez. Mais c'est aussi tout un travail de réorganisation et de réflexion sur comment s'organise cette traduction, ce dialogue avec les gens qui ne sont pas dans la recherche, en fait. Et moi, je vais rendre hommage aux services de communication qui font ce travail-là. Et par exemple, la CPS, vous en avez un qui traduit en langue, dans plusieurs langues différentes, quand ils font des messages de sensibilisation. Et donc, moi, je fais un petit coucou à Carla, à Mina, à plein de gens de services de communication qui essayent de le faire, ce travail aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Oui, Christophe. Oui. Non, c'est, Hugues. J'y vais, Hugues. Ouais. En fait, je suis sensible à cette remarque-là parce qu'elle fait écho effectivement à ce que je disais auparavant, à ce que disait Pierre-Yves. Je pense qu'on est vraiment tous sensibles en tant que scientifiques à ce que tu as dit. C'est une question sur comment rendre notre science utile, comment dialoguer avec la société. Mais je redis ce que j'ai dit, c'est que on est quand même embauché sur des qualités scientifiques et c'est vrai qu'il serait dommage de déplacer le curseur à tel point qu'on perd ce pourquoi on a été embauché, ce qui fait notre spécificité et notre intelligence en tant que chercheur. Ce sont des problèmes scientifiques. Donc on est complètement d'accord avec ça, je pense, et on aimerait trouver le moyen, et donc les intermédiaires, de pouvoir dialoguer de manière vulgarisée avec un discours qui soit audible, fort, et il nous manque, je crois, cet intermédiaire entre nous et les gens qui rendent notre discours audible. Je ne parle pas que de la communication, je parle aussi de vraiment transformer la donnée scientifique en quelque chose audible par les politiques. Des gens qui sont capables de faire de la concertation, en particulier. Voilà. Mais bon, par exemple, Cameron, tu es capable. Je vais t'embaucher pour faire de la concertation vers la sphère politique. Hugues. Alors moi, je suis étonné, vraiment étonné. On parle beaucoup du public, les chercheurs, les politiques en général, mais il y a une catégorie de gens dont on ne parle absolument pas et qui sont en partie, sans doute, à mon avis, un peu responsables du réchauffement climatique, c'est le monde économique. Quid du monde économique? Comment est-ce que c'est lui qui fait marcher la machine à CO2? Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on aborde cette problématique-là? Comment on fait pour que cette machine-là ralentisse, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre? Et je suis étonné qu'on n'en parle pas, en fait, comme si c'était un peu quelque chose de totalement tabou, quoi. La notion de l'économie
et l'impact de notre économie sur ce problème de réchauffement climatique. Alors, je vais faire un petit exercice périlleux pour donner la parole au président du cluster maritime, parce que ce sont des intermédiaires très intéressants qui utilisent des fois les résultats de la science pour créer des entreprises. Et donc, en tant que représentant d'un cluster d'entrepreneurs sur le domaine marin, ils peuvent avoir un regard intéressant. Je ne te dirai pas merci de me donner la parole, surtout après l'intervention de Hugues, mais d'abord, je n'intervenais pas en tant que vilain capitaliste qui veut exploiter et qui est producteur de CO2. Si j'interviens, c'est vraiment et au nom du cluster maritime et des enjeux maritimes du territoire. Et Dieu sait que dans les enjeux qu'on porte, en dehors du développement économique, il y a forcément et systématiquement un enjeu environnemental et sociétal qui intervient. Comment faire bouger le monde économique producteur de CO2, Hugues? C'est comment changer le paradigme dont parlait M. Tjibaou tout à l'heure sur qui finance la politique, qui fait tourner le monde actuellement. Donc je crois qu'on est dans des enjeux majeurs qui font qu'un homme politique, Emmanuel l'a très bien décrit, est quelqu'un qui est élu et qui a donc des objectifs électoraux qui en général sont de court terme. Et là, on parle de problématiques mondiales, planétaires, sur des dizaines d'années, des décennies. Ça ne peut plus être du tout le même calendrier et des actions pourtant qui doivent être prises immédiatement. Donc ça me paraît difficilement conciliable. Je trouve que la présentation de Cameron était remarquable tout à l'heure, mais absolument remarquable, Cameron, sur la place de la Nouvelle-Calédonie dans son environnement océanien. Je crois qu'aujourd'hui, j'écoutais monsieur du Sénat coutumier tout à l'heure qui disait « mais prenez-nous en compte, prenez nos savoirs, prenez nos valeurs, notre dimension coutumière en compte, mettez-nous sur un bateau scientifique, on veut participer, on veut être pris en compte dans le développement de tout ça ». Ça signifie que ma réflexion, elle se porte déjà à ce niveau-là, c'est-à-dire en Nouvelle-Calédonie, on est déjà, nous, en train, déjà, à notre petite échelle, d'avoir des difficultés de gouvernance, entre guillemets, des difficultés de prise en compte commune de cet enjeu majeur. Et Cameron nous faisait bien signifier quel était l'enjeu, au moins Pacifique Ouest et Océanie, des valeurs apportées. Donc on parle de problématiques très souvent qui sont très locales et localisées, pour nous en Nouvelle-Calédonie, à arriver à une dimension internationale de prise en compte des enjeux majeurs pour l'humanité. Je crois qu'on a vraiment tout ce jeu-là. Et pour intervenir enfin là c'est plus personnel, hein, c'est plus des ressentis personnels que d'acteurs économiques du maritime. Pour moi, en effet, et je rejoins ce que disait le monsieur tout à l'heure, c'est le scientifique a un rôle de recherche. Ne lui demandons pas en plus d'être un vulgarisateur ou un porteur de message ou transformer son message pour ce qu'il soit capté. Le politique a un job aussi de son côté. Ne lui demandons pas de devenir scientifique, mais créons justement ce lien, hein, et la société civile au milieu et les lecteurs au milieu. Comment vulgariser, comment sensibiliser la population pour qu'elle sache lire et prendre en compte les données scientifiques alarmantes, je ne sais pas comment je vais dormir ce soir d'ailleurs, qui nous ont été portées tout à l'heure, comment les pourra les porter auprès des politiques qui vont choisir eux-mêmes. Je crois qu'il faut trouver un acteur entre les deux. Il ne faut pas demander aux scientifiques de devenir politique, aux politiques d'être un scientifique. Je crois que là-dessus, on n'y arrivera pas. Donc je crois qu'il faut trouver à mobiliser la ressource de la société civile au milieu, des acteurs, pour leur faire prendre en compte dans le rôle de sensibilisation aux grands enjeux du maritime. On porte au sein du cluster un parcours éducatif mer qui se met en place avec le vice-rectorat qui vient de démarrer et qui typiquement va dans ce sens, pour l'instant, envers les jeunes et la jeunesse, puisqu'on est au bac et pour l'instant dans les classes autour du bac. Mais allons plus loin que ça, et la société civile dans son ensemble. Manuel pourrait vous raconter le radio-trottoir qu'il a fait la dernière fois sur la pêche auprès des Calédoniens et que savent les Calédoniens de leur pêche. C'est absolument édifiant. Donc tout ça, je crois qu'il y a des messages à porter auprès de la société civile pour réussir à ce que le message scientifique soit pris en compte par les politiques parce qu'imposé par la société civile. Merci beaucoup. Il y a une question. C'est plus une remarque. Je suis Fabien Trottet, l'actuel directeur du CNRT Nickel. Et suite à l'intervention de Hugues, je voulais justement rebondir sur cette question. Parce qu'évidemment, on sent bien l'importance de faire passer le message, la vulgarisation, et d'avoir un message qui soit audible. Ça ne veut pas dire simplement traduire dans un langage compréhensible par notre interlocuteur ce que l'on veut exprimer. Et à mon sens, le message, il va plus loin. Ça veut dire aussi aller chercher les clés
qui vont permettre à mon interlocuteur de s'approprier la problématique que je souhaite lui communiquer. Et alors, si j'interviens au nom du CNRT Nickel, c'est justement parce qu'on se pose ces questions en ce moment. Et la réponse, elle n'est pas dans le fait d'opposer les uns aux autres, comme c'est bien souvent encore trop le cas. La question, elle doit être recherchée dans les complémentarités. Et évidemment, le monde économique, si on ne va pas le chercher sur ces questions-là, et faire le même travail que celui qu'on fait auprès du politique, on va avoir du mal à progresser. Et c'est bien dans cette concertation, on en a aussi échangé avec Pierre-Yves, et ça pose ces questions de, non pas de changer les métiers, de faire aux uns ou aux autres quelque chose qui n'est pas ce pourquoi il a été formé et le domaine dans lequel il excelle, mais finalement s'interroge de notre capacité à nous interfacer efficacement les uns aux autres dans nos compétences propres pour tirer parti de nos forces, pour mieux ensemble faire face à nos faiblesses vis-à-vis des questions environnementales, voire à nos menaces, à travers ce que l'on a vu et ce que Christophe a montré tout à l'heure. Et donc finalement, l'ambition, et je terminerai là-dessus sur la partie CNRT Nickel, comment se pose-t-on ces questions? L'ambition qu'on peut avoir, c'est d'amener les acteurs économiques par la recherche et l'action de recherche et en lien avec les acteurs institutionnels, à opérer des projets qui vont faire bouger plus vite le monde économique, non pas en opposant la compétitivité à l'environnement, mais en faisant en sorte que ces éléments soient indissociables du succès que l'on recherche. Et c'est cette ambition qu'on veut porter. Donc on travaille en ce moment à redéfinir ces objectifs pour le CNRT et pour opérer des projets qui concrètement vont ouvrir cette voie-là. Et donc il me semble que c'est dans cette voie-là qu'il faut chercher à collaborer. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Oui, bonjour. Je voudrais dire que c'est un petit peu le rôle que nous, ONG, on essaye de jouer, c'est-à-dire traduire les résultats de la science, et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur en tant qu'ancien chercheur de l'IRD, mais essayer de les traduire à l'intention des politiques, c'est-à-dire que essayer de simplifier ces choses-là pour qu'elles soient assimilables par les politiques. Si vous donnez une thèse à lire à un élu, vous n'avez aucune chance d'arriver à un résultat. Ce n'est pas du tout une critique, hein, c'est qu'ils ont tellement de choses à faire qu'ils ne peuvent pas accorder énormément de temps à un sujet. Si vous regardez par exemple le portefeuille de Joseph Manoté, il ne s'occupe pas que du parc de la mer de Corail, la transition alimentaire, l'environnement, le développement durable, etc. Donc l'eau douce et non pas salée, donc il est sur plein de domaines. Donc évidemment, pour attirer leur attention, en général, donc nous on a la prétention d'être capable, enfin d'essayer en tout cas de traduire les résultats de la science pour les rendre assimilables aux hommes politiques et aux gens qui prennent les décisions, c'est-à-dire en général une note de quelques lignes et en tout cas pas plusieurs pages. Et je voudrais donner pour ça un exemple qui est celui des récifs pristines, donc les premiers récifs éloignés qui ont été protégés dans le parc de la mer de Corail. C'est parti d'une étude d'une équipe de scientifiques qui ont montré donc l'état de santé exceptionnel de ces récifs éloignés et pourquoi cet état de santé était exceptionnel. Et c'est quelque chose qui a été traduit avec 2 chiffres, 1,5 et 30%. Et vous aurez vu aujourd'hui que ça a été repris dans la présentation de Joseph Manoté. Donc c'était, enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose à notre petite échelle que nous, en tout cas, on essaye de faire ce maillon de transition, ce maillon manquant entre la recherche fondamentale ou appliquée et les élus qui vont être capables de prendre des décisions qui vont aller dans le sens de ce que la recherche a montré. Mais pour donner une petite note positive, je vais aussi donner l'exemple sur un autre domaine, mais qui nous concerne, c'est quand il se passe des séismes. En Nouvelle-Calédonie, on a eu une équipe assez formidable qui a mis en place un système de réseau de surveillance sismique autour de la Nouvelle-Calédonie et dans le Vanuatu. Et on est averti beaucoup plus vite que les systèmes d'observation à Hawaï, parce que, sur nos téléphones portables, parce qu'ils ont mis en place un système d'alerte et pour nous prévenir très rapidement et que les populations se déplacent à Lifou, etc. Donc des fois, il y a aussi des choses positives qui marchent où on associe la technique, la science, au fait de pouvoir préserver les gens. Et là, on a la chance d'avoir M. Charvis, qui est un grand géophysicien,
Et voilà, il y a des équipes qui permettent de sensibiliser les gens et de les protéger grâce à des dispositifs techniques. Alors, juste une remarque, je suis désolé de reprendre encore la parole, mais je ne pouvais pas laisser passer la remarque sur le rôle de l'industrie. Parce qu'il y a un domaine des sciences dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, et ce sont les sciences juridiques. Et ce n'est pas une question taboue, cette question de la contribution de l'industrie et du monde commercial au réchauffement climatique. En particulier, les sciences juridiques et ceux qui travaillent sur les questions de justice climatique travaillent là-dessus très directement. Il y a peut-être moins en Nouvelle-Calédonie, mais à l'échelle planétaire, beaucoup de groupes de recherche constitués qui travaillent sur ces sujets-là, en particulier sur des aspects de contentieux climatique stratégique, pour essayer, effectivement, c'est de la contrainte, c'est moins de complémentarité, mais ça permet de changer les idées, ça permet de savoir si oui ou non un certain nombre de comportements rentrent dans le paradigme juridique qui a été mis en place par un État. Parce qu'effectivement, l'effort d'action sur le climat ne peut pas être uniquement porté par les pouvoirs publics. Il faut que ce soit porté par l'industrie, par tout le reste de la société, par les individus qui éteignent leur lumière ou qui achètent des voitures qui consomment moins, etc., etc. Mais au niveau de l'industrie lourde, il y a des contentieux dans le monde aujourd'hui qui visent justement à mettre en place des paramètres pour contraindre des acteurs industriels à émettre moins pour que ces industriels-là deviennent acteurs vertueux des engagements politiques pris par des États pour atteindre net zéro émissions en 2050 ou en 2040 ou en 2030 pour les plus ambitieux, etc. Et la question de justice climatique, c'est intéressant parce que ça va au-delà du droit, c'est des questions du droit de légiférer, je veux dire, ça parle directement aux droits des personnes, ça parle des questions de société, ça parle d'équité intergénérationnelle, et cela permet aussi au conseil d'administration d'un certain nombre de grands groupes de se rendre compte et d'injecter un petit peu plus d'écologie ou de conscience écologique dans leur action. Ça permet aux actionnaires de fonds d'investissement de donner instruction aux gestionnaires de se défaire de portefeuilles d'investissement dans les énergies fossiles et d'investir plutôt dans les énergies renouvelables. Donc ça change petit à petit les comportements et c'est l'un des moyens pour à la fois associer et par moments contraindre par les décisions de magistrats et de tribunaux les acteurs privés à agir d'une manière qui soit plus en accord avec les engagements politiques contraignants ou pas qui sont pris par les puissances publiques. Et c'est un domaine de recherche qui, effectivement, comme je voulais dire, c'est pas du tout tabou et c'est totalement complémentaire avec les autres domaines de recherche scientifique, en particulier parce qu'on s'appuie souvent sur la science d'attribution, qui est une science dure et qui permet justement de justifier les arguments juridiques qui par la suite sont portés devant les tribunaux pour essayer d'atteindre un résultat final. Merci. Je pense qu'il est l'heure de clôturer ces tables rondes. Peut-être un dernier mot par Emmanuel et Mme Verdier pour clôturer. C'est vous qui clôturez là. Bon, déjà, merci de l'opportunité de se rencontrer. C'est parce qu'on se voit qu'on peut échanger. Donc c'est peu de choses de le dire, c'est tout de même important. Parce que, je veux dire, on se retrouve face à des réalités aujourd'hui qui sont déjà à nos pieds. Tout à l'heure, en écoutant les remarques là, sur la montée des eaux. Je me souviens, en 2009, on avait accueilli une conférence ici avec, je crois, il y avait l'IRD et la CPS. Et on avait fait intervenir les scientifiques francophones auprès des associations, notamment une association de Touro, la mairie d'Ouvéa, la mairie de Poum, qui nous avait demandé de rencontrer des scientifiques, parce qu'ils se retrouvaient devant des problématiques qui étaient rattachées au développement, à l'installation des populations, et notamment dans les discussions avec l'État sur le financement des contrats de développement.
des équipements à proximité des... Bon, POUM et OVH, c'est à proximité de la mer. Donc c'est des problématiques qu'on est déjà en train de faire face. Même la société Canac, je me souviens de ce que l'employé, enfin le représentant de la mairie de POUM avait témoigné, que sur les îlots Yandé, Nemba à POUM, ils transportaient à dos d'hommes les roches pour pouvoir empêcher la montée des eaux. Et qu'une partie des populations se déplaçait sur la Grande Terre avec toutes les implications que ça comporte sur le déracinement, chose que connaissent d'autres pays dans le Pacifique, là, je pense à Nauru, tout ça, tout va bien. Mais c'est dire aussi que la société, elle se réinvente aussi en fonction de ce qu'elle maîtrise, de ce qui est la maîtrise de sa connaissance. La connaissance, on l'a entendu tout à l'heure aussi, c'est pour partie le pouvoir d'opérer des choix qui sont pertinents avec les modes de vie. Donc c'est là où on se retrouve un peu à la croisée de ce qu'on a entendu tout à l'heure, là, sur le paradigme a changé. Et si on va vers le développement économique parce que c'est nécessaire pour vivre, peut-être que c'est intéressant aussi d'envisager un prisme qui permette de régénérer aussi ces espaces-là. On n'a pas parlé de biomimétisme et tout ça, on n'a pas évoqué ça, mais ça fait partie des champs sur lesquels peut-être l'IRD certainement est en train d'avancer, l'exploitation des terres rares, on a parlé des sous-marins, c'est des chantiers qui restent aussi avec des points d'interrogation, non seulement pour les populations océaniennes, insulaires, mais aussi qui interroge aussi la recherche sur les velléités de comment se développer en préservant finalement ce qui est notre véritable force, ce monde organique, quoi. Donc c'est un petit peu ce cheminement que je voulais témoigner et puis dire qu'on est volontaire, on est partenaire. Et à l'exemple de ce qu'on a engagé avec les autorités coutumières, le cheminement qu'on a depuis quelques années là, avec l'IRD, on a engagé avec certaines ONG, avec Christophe ici, engager la recherche dans un processus qui permet de concerter avec les populations les stratégies qui les valorisent et puis qui stimulent le questionnement des populations sur leur investissement auprès des stratégies à engager, mais également les collectivités. Derrière ça, c'est les pouvoirs publics et les politiques. Donc, je défends ce qui est ma paroisse, la culture. La culture, c'est une arme redoutable pour ça. J'ai donné une flûte tout à l'heure dans la coutume, donc j'espère que vous en ferez un bon usage. En tout cas, voilà, c'est pas un espoir, c'est une réalité. Je pense que les chercheurs, ils sont là, les scientifiques, et puis les autorités coutumières avec le Sénat coutumier. Nous, on est engagés de manière raisonnée sur cette collaboration, et on espère bien que voilà, qu'on avance à la lumière, quoi, au regard de toutes ces applications qui ont été évoquées tout à l'heure. Voilà. Un petit mot pour la fin, mais ça va être difficile de parler après toi, Emmanuel. Peut-être revenir sur le tout démarrage de cette session où j'étais accueillie par toi, Emmanuel. Tu m'accueillais de la terre de tes ancêtres et moi j'arrivais de la mer. Donc, et au milieu il y avait cette natte où on a échangé la coutume. Et en fait, qu'est-ce que j'ai entendu tout d'après-midi, c'est justement ce continuum entre la terre et la mer, entre la mer et la terre et la mer et la mer et la terre, la mer nourricière, la terre nourricière aussi. Et tout ça a été parfaitement illustré par vous tous, par des scientifiques, les avancées des connaissances qui sont absolument essentielles. Et en tant qu'organisme de recherche, je ne peux que m'appuyer sur ce que j'ai entendu pour porter ensuite les messages et les porter au plus haut niveau. Après, je dirais que j'ai une conversation privée avec l'océan
dans le sens où, et je crois que c'est toi qui as dit ça, qu'on est le chemin de l'autre, hein, je crois que c'est toi qui as dit ça, et l'océan m'a dit, je suis aussi le chemin de l'autre, et je me suis dit, c'est qui l'autre pour toi? Et c'est une question importante parce que l'océan n'a pas de voix, c'est nous qui portons la voix de l'océan. C'est ces scientifiques, c'est ces hommes et ces femmes qui t'apportent des connaissances, c'est ce que je vais lui dire. En même temps, c'est nous qui dégradons ton environnement, ton lieu de vie, aussi le lieu de repos des ancêtres, des âmes des ancêtres. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on avance? Il y a ce plaidoyer scientifique, il y a ce plaidoyer que tu as très bien décrit, Cameroun, de la diplomatie scientifique, et c'est là tout notre rôle à nous, organismes de recherche, et je ne suis pas la seule, l'IFREMER bien sûr, le CNRS, beaucoup d'autres, ça a été dit, le CNRT, enfin, tous ces organismes de recherche, le CIRAD, qui sont là aussi pour accompagner, pour te défendre, toi, de l'océan, pour être dans les grandes instances. La question était posée par Estelle, qu'est-ce qu'on fait dans l'IUCN, qu'est-ce qu'on fait à Brest au One Ocean Summit, pourquoi on s'est mobilisé autour du One Ocean Science avec ce formidable film qui a rassemblé plus d'une 50aine de partenaires dans le monde entier. Pourquoi est-ce qu'on va à Lisbonne? Mais parce que si on n'y est pas, qui va parler de la science et qui va parler des connaissances dont on a besoin et qui vont nourrir justement toutes ces actions qu'on doit mettre en place. Voilà, je pense aussi que l'océan m'a dit je suis le chemin du climat, Christophe l'a bien dit aussi, et ça on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, et on ne pourra pas dire à nos enfants ou nos petits-enfants qu'on ne savait pas, et donc il faut qu'on avance aussi vite de ce côté-là en prenant les bonnes décisions. Alors c'est peut-être un petit peu tout ce que je dis, mais je pense que la recherche, une représentation de nos sociétés. Voilà, donc je pense que le chercheur, comme on l'a dit, c'est aussi un lanceur d'alerte. On vieillit tous, mais je pense à tous ces jeunes qui étaient là, je ne sais pas s'ils sont encore dans la salle, mais moi je fonde beaucoup d'espoir sur les jeunes, sur ceux qui portent ce message à travers d'autres médias. Alors moi j'entends le mot vulgarisation, j'aime pas beaucoup, mais toute cette médiation scientifique qu'on doit faire, elle passe beaucoup par les jeunes et par leurs médias, qui sont ceux avec lesquels on est peut-être beaucoup moins familier, mais quand on parlait aussi de savoir s'exprimer devant des autorités, devant des politiques, n'oubliez pas que les jeunes, ils savent faire ma thèse en 180 parfaitement, et c'est aussi eux qui peuvent nous aider à mieux, je dirais, porter ces messages. Alors, je ne vais pas citer sur l'IRD, mais l'IRD a quand même tout un département qui se consacre à la médiation scientifique, à la culture scientifique, et on a mis en place un certain nombre de dispositifs, d'outils. J'ai une pensée particulière pour Marie-Lise Sabrier qui, avec ses équipes, travaille avec les jeunes, avec les clubs jeunes, avec les hip-hoppers qui nous envoient des messages à travers le monde pour nous alerter. C'est vraiment aussi un dialogue intergénérationnel dont il faut saisir pour alerter nos politiques. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aussi sur la responsabilité sociétale et environnementale. L'IRD s'est doté aussi d'une feuille de route environnementale et de sa responsabilité sociétale et environnementale. Et donc, c'est des choses à notre échelle. L'IRD, c'est plus de 2100 agents, c'est une planète de plus de 7000 personnes qui travaillent avec nous. Et on s'est doté aussi de cette responsabilité-là avec des mesures très pragmatiques pour aussi, à notre niveau, faire en sorte que l'impact de nos activités soit les plus réduites possibles sur l'ensemble de notre planète. Donc moi, je dis à l'océan, écoute, garde espoir parce qu'on va te doter d'une gouvernance, on te dote d'observatoires, on te protège comme on peut, on te dote de comités, vous l'avez dit, de gestion, d'apprenants. On va faire en sorte aussi que la médiation scientifique, pour faire mieux connaître tes problèmes, toi, l'océan, qui soit mieux connu. Donc j'ai beaucoup d'espoir après tout ce que j'ai entendu sur la fonction même de nos organismes de recherche. Il faut soutenir la recherche. C'est pas toujours gagné. On l'a vu
dans de débats récents, on a encore un chemin à parcourir pour qu'ensemble, la planète des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens soit mieux entendue et que notre contribution, elle pèse vraiment, vraiment dans le débat politique et le débat mondial, je dirais, qui doit apporter un certain nombre de solutions et qui se traduisent par des actions très opérationnelles, enfin en tout cas qu'on peut mesurer. Et puis alors, et juste pour finir aussi, puisque je suis très sensible aussi au savoir qu'il faut préserver, au savoir locaux, au savoir autochtone, à cette diversité culturelle qui est absolument, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, unique en Océanie. Je pense qu'il faut qu'on ait aussi une volonté tous ensemble de mieux faire entendre les voix océaniques. Et en cela, j'espère que cet événement aujourd'hui sera diffusé et le plus possible à travers nos médias respectifs. Mais je pense que c'est le début aussi d'un long chemin qu'on doit parcourir tous ensemble. En tout cas, un grand merci. Je voudrais remercier France Bailly aussi, qui avec ses équipes ont proposé cet événement. Je voudrais remercier Estelle, qui a fait un super travail aujourd'hui et j'imagine des heures de préparation pour arriver à ce que nos scientifiques parlent en 5 minutes. C'est un défi quand même. Et puis que moi, je parle aussi pas trop longtemps, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci à vous.